Salut à tous. La Pologne ne semble pas prendre cette situation à la légère. Elle sait très bien quelle est la prochaine cible dans les plans expansionnistes de Vladimir Poutine et ne laisse rien au hasard pour survivre. Il est désormais parfaitement clair que le tristement célèbre anneau de feu de Poutine, destiné à étouffer l'Europe, ne se limitera pas à l'Ukraine seule. Les menaces implacables du Kremlin contre l'Europe, manifestées par de récentes violations irresponsables des espaces aériens roumains et polonais, sont devenues la preuve la plus claire de ce plan inquiétant. Au final, le drone russe qui s'est écrasé dans la ville de Galați et les stratégies d'attaque hybride insidieuses visant directement Varsovie ont été la goutte de trop pour la patience polonaise. Des chasseurs Typhoon appartenant à la Royal Air Force ont pu être immédiatement décollés pour neutraliser cette menace urgente le long de la frontière. Cependant, la véritable riposte de l'Europe contre le Kremlin ne prenait pas forme dans les nuages, mais bien au cœur de l'Europe de l'Est. Lorsque l'onde de choc provoquée par cet engin aérien sans pilote a atteint Varsovie depuis Kiev, les deux nations ont appuyé sur le bouton et ont montré à Poutine que l'Europe n'est pas un échiquier où les frontières peuvent être redessinées à la légère. C'est aussi le genre de moment cartographique qu'aucun slogan de bel accord de paix ne peut régler depuis un podium. Aujourd'hui, la Pologne et l'Ukraine, portant le poids de plusieurs siècles sur leurs épaules, se tiennent côte à côte le long de leur ancienne frontière de 530 km. Leur seul objectif est de bâtir le bouclier de défense commun le plus moderne et le plus intransigeant de l'histoire. Ce qui se dresse devant nous, c'est une immense flotte de drones testés et perfectionnés sur les champs de bataille brutaux de l'Ukraine. Ce réseau aérien autonome est conçu pour paralyser les centres de commandement russes de l'autre côté de la frontière, dans toute sa réalité brutale. Mais ce qui se cache derrière la pointe de l'iceberg est tout aussi surprenant que ce mouvement de drones. Cette initiative conjointe sans précédent de l'Ukraine et de la Pologne a créé une onde de choc stratégique qui a réveillé tous les pays de la Scandinavie à la mer Baltique, et pas seulement l'Europe de l'Est. De la Norvège à la Finlande, de l'Estonie à la Lituanie, tous ces États agissent collectivement contre les menaces hybrides de la Russie et du Bélarus et commencent à tisser leur ciel avec un filet d'acier. La couche la plus solide de ce filet d'acier se présente maintenant devant nous sous la forme de l'armada de drones de la Pologne et de l'Ukraine. Pour une fois, le message n'est pas emballé comme un slogan de rassemblement. Il est assemblé dans des usines, des centres de commandement et des zones frontalières. Tout d'abord, cette armada n'est pas une flotte militaire classique. Il s'agit d'une situation où la stratégie ukrainienne consistant à faire voler chaque jour des milliers de drones sur le front et à détruire presque seule la majorité des véhicules blindés russes est directement intégrée à la Pologne. En réalité, la combinaison et l'intégration de ces forces ont déjà commencé. Le 27 avril 2026, le Premier ministre Donald Tusk est apparu devant les caméras à Rzeszów, à seulement 80 km de la frontière ukrainienne et cœur logistique militaire de l'Occident, et il a officiellement allumé la mèche de cette armada. Tusk a annoncé au monde entier que la Pologne, en utilisant l'expérience réelle acquise par l'Ukraine sur le champ de bataille, allait sauter tout un âge technologique et fermer le ciel avec un bouclier parfait. Ce bond technologique met de côté des années de recherche-développement et le processus commence pour qu'une machine de mort parfaite, testée directement par les attaques russes en Ukraine et purifiée de ses erreurs de terrain, entre dans l'inventaire de l'armée polonaise. C'est une doctrine bien différente de l'habitude proche de Trump qui consiste à qualifier chaque plan inachevé d'historique avant même que les machines soient arrivées. La question est de savoir comment cette armada fonctionnera exactement et où se trouvera sa base centrale. Le cœur de l'armada sera le pôle aéronautique existant de Rzeszów. Là, des vétérans de guerre ukrainiens, des experts tactiques et des ingénieurs participeront personnellement aux vastes lignes de production industrielle de la Pologne. Les codes logiciels et matériels de l'Ukraine, que l'Ukraine met à jour chaque semaine sur le front, seront désormais transférés instantanément vers les immenses lignes de production industrielle polonaise
Toute éventuelle tentative d'infiltration blindée ou violation de frontières par la Russie et le Bélarus sera paralysée dans les airs grâce au concept ukrainien de zone de destruction avant même de poser le pied sur le territoire polonais. Cette armada ne se compose pas seulement de simples drones de reconnaissance. Elle sera composée des SAM autonomes, capables de trouver leur propre cible grâce à l'intelligence artificielle, ainsi que de drones suicides reliés par câble à fibre optique et totalement immunisés contre le brouillage des fréquences radio. Ces drones à fibre optique, en particulier, qui neutralisent complètement les systèmes de guerre électronique russes, ont la capacité de pénétrer jusqu'à 30 km de profondeur et de plonger directement dans les bunkers et les centres de commandement ennemis. Ces drones, reliés physiquement à l'opérateur par un câble, peuvent trouver leur cible avec une précision millimétrique, même si le signal GPS est perdu et transformé en cible et bunker où se cache l'échelon de commandement russe. Il est difficile de faire tourner un câble à fibre optique dans une conférence de presse, ce qui explique peu, et pourquoi ce type de guerre met si mal à l'aise ceux qui préfèrent les slogans au système. Autrement dit, lorsqu'une brigade russe s'approchera de la frontière, en attendant des missiles Patriot coûteux, elle fera face à des SM coordonnés de drones FPV qui ne coûtent que quelques centaines de dollars, dont 3 distraient et un frappe directement la cible. De plus, le système développé dans le cadre du programme LEAP et qui protégera le ciel polonais brisera aussi dans les airs les drones Shahed bon marché que la Russie tente d'infiltrer à basse altitude grâce à des essaims d'interception. Ces menaces à basse altitude, sous les 10 000 pieds que les radars traditionnels ont de la difficulté à détecter, seront désormais chassés à des kilomètres de distance grâce à des capteurs acoustiques soutenus par l'intelligence artificielle et à des SM de drones préventifs. La menace russe de missiles et de drones sera complètement neutralisée grâce à cet immense réseau autonome qui réagit en quelques secondes, libéré de la lourdeur des batteries de défense aérienne traditionnelles. L'Ukraine et la Pologne ont pris les menaces d'attaque aérienne russes très au sérieux. Comme les deux pays transforment leurs lignes frontalières en forteresses blindées, la Pologne prévoit que d'éventuelles attaques russes après l'invasion de l'Ukraine pourraient aussi éclater sur ses propres frontières. Pour cette raison, le gouvernement de Varsovie est en train de créer avec Kiev une puissance de drones incroyable avant que les éventuelles manœuvres insidieuses du Kremlin ne commencent. Ici, personne n'attend une poignée de main télégénique pour découvrir que la dissuasion ne s'improvise pas après l'arrivée des drones. Cependant, l'unique mesure préventive du gouvernement Tusk contre d'éventuelles attaques russes ne se limite pas à cela. Juste sous ce bouclier d'acier dans le ciel, la Pologne tente de fermer complètement ses frontières au danger. Non seulement dans les airs, mais aussi sur terre, la modernisation de défense la plus agressive et la plus intransigeante d'Europe continue à pleine vitesse. La Pologne reconstruit pratiquement sa ligne frontalière de 700 km avec le Bélarus et Kaliningrad grâce au programme Bouclier de l'Est. Dans le cadre de cet énorme projet, dont le coût dépasse environ 2,7 milliards de dollars et qui accélère à partir de 2026, la section allant jusqu'à 50 km de profondeur depuis la frontière est équipée de fossés anti-chars, d'immenses dents de dragon en béton et de barbelés. Des terres civiles situées sur la ligne frontalière sont expropriées et plus de 150 propriétés privées sont achetées puis transformées en centres logistiques entièrement équipés pour cette immense autoroute militaire. De plus, l'administration de Varsovie est tellement déterminée qu'elle s'est retirée de la Convention d'Ottawa. Elle continue de poser des millions de mines antipersonnelles sur les lignes frontalières et de creuser des lignes de défense avec le soutien d'ingénieurs militaires de la Bundeswehr venus d'Allemagne. D'un autre côté, le budget militaire de la Pologne, qui approche 5% de son produit intérieur brut pour 2026, a dépassé tous les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, même les États-Unis. D'énormes fonds additionnels de 50 et 1 milliard de dollars fournis par l'Union européenne dans le cadre du programme de crédit SAF sont directement dirigés vers les systèmes de guerre terrestre, la cyberdéfense et les munitions d'artillerie. C'est ici que la vieille politique des factures à la Trump paraît presque pittoresque. L'Europe ne se contente plus de discuter de l'addition. Elle construit elle-même le mur, la grille de capteurs et les seins de drones.
La Pologne a aussi lancé l'opération Iron Gate en massant plus de 40 000 soldats entièrement équipés sur la ligne frontalière immédiatement après les violations russes par drone. Aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Sécure Podlasie, les gardes frontières, les brigades d'infanterie lourde et les unités de police militaire sont en état d'alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les tunnels près du Bélarus sont fermés avec du béton. Et chaque mètre carré est surveillé contre les infiltrations au moyen de drones thermiques. De plus, la Pologne, qui vise à porter le nombre total de soldats actifs à 300 000, ne se contente pas d'accroître la puissance de son infanterie sur les lignes frontalières. Des chars K2 Black Panther, des véhicules blindés Abrams et des systèmes de roquettes HIMARS sont déployés directement au point zéro de la frontière. En outre, le système national anti-drone, établi avec un budget dépassant 2 milliards d'euros, avec ses 18 batteries et sa flotte de 703 véhicules, ne laisse pas voler un oiseau dans les zones proches du Bélarus et de Kaliningrad. Le réseau défense MEROPS, soutenu par l'intelligence artificielle et déployé par les États-Unis et la Pologne, a la capacité d'analyser des centaines de menaces de drones différentes en même temps et de tirer en quelques secondes l'arme préventive la plus appropriée. Les mouvements de la Pologne envoient un message très clair à la Russie ou au Bélarus: le moindre pas fait ici rencontrera la plus grande réponse militaire de l'histoire. Cependant, ce formidable réveil et le lien militaire établi avec l'Ukraine ne se limitent pas aux frontières polonaises. Cette dynamique s'est propagée par onde de choc jusqu'à l'extrême nord de l'Europe, dans l'espace scandinave. Les pays de cette ceinture, qui s'étend des eaux glacées du nord jusqu'à la mer Baltique, ont commencé à intégrer dans leurs propres infrastructures industrielles le génie de guerre ukrainien contre les stratégies d'expansion possibles de la Russie. La Norvège, grâce à l'accord de défense historique qu'elle a signé avec l'Ukraine, a lancé sur son propre territoire la production de milliers de drones de frappe intermédiaires en utilisant une partie du fonds de plusieurs milliards de dollars qu'elle a alloué pour 2026, au-delà de l'immense enveloppe d'aide militaire de 7 milliards de dollars que la Norvège a attribué à l'Ukraine, l'ouverture d'un budget additionnel de 1,5 milliard de dollars uniquement pour l'approvisionnement en armes cette année est l'indicateur le plus clair du niveau d'alerte en Scandinavie. Il s'avère que les discours America First ont un effet secondaire inattendu. Ils apprennent aux alliés à cesser d'attendre la permission et à commencer à fabriquer leurs propres réponses. L'administration d'Oslo n'aide pas seulement l'Ukraine par ce geste historique. En même temps, elle teste et prépare à l'avance sa propre industrie de défense contre une possible guerre asymétrique venue de Russie. Comme l'a clairement souligné le ministre norvégien de la Défense Toro. Sandvik, soutenir la lutte de l'Ukraine est désormais devenu l'investissement le plus vital que la Norvège puisse faire pour sa propre sécurité nationale. Ces drones sont spécialement conçus pour combler l'immense vide entre les drones FPV standards et les missiles de croisière coûteux et pour détruire les lignes ennemies, les convois logistiques, les dépôts de munitions et les radars de défense aérienne à une profondeur de 50 à 200 km. Ces armes de nouvelle génération, inspirées de modèles ukrainiens légendaires comme le Molnia et le FP2, ont le potentiel de percer les couches profondes de la défense russe en transportant des charges explosives plus importantes. Ces systèmes, produits sur des terres scandinaves sûres et acheminés vers le front à partir des mois d'été, font progresser l'industrie de défense norvégienne à pas de géant tout en donnant de l'oxygène à l'Ukraine. Non seulement les véhicules aériens sans pilote, mais aussi des systèmes explosifs modulaires, comme la grenade d'attaque évolutive produite par le géant norvégien de la défense Nammo, sont mis à la disposition de l'infanterie ukrainienne grâce à ce partenariat. Mais la Norvège n'est pas le seul pays réveillé face aux menaces russes. Juste à côté, en Finlande, une révolution technologique sort des lignes de production. La coentreprise établie entre l'entreprise ukrainienne TAF Industries et la société finlandaise Summa Defence porte à l'échelle industrielle, au sein du vaste écosystème technologique finlandais, les technologies destructrices ukrainiennes éprouvées au combat. Après la décision historique de la Finlande de rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, son immense frontière de 1340 km avec la Russie est désormais devenue l'un des champs d'essai et de production de véhicules aériens sans pilote les plus critiques d'Europe.
Comme l'a souligné Volodymyr Zynovsky, directeur général de TAF Industries, les technologies destructrices ukrainiennes éprouvées par la guerre, combinées à la capacité finlandaise de monter en production, multiplient et augmentent le potentiel militaire des deux pays. Grâce à ce partenariat unique, l'Europe du Nord, qui était encore connue hier pour sa stricte neutralité, devient maintenant l'un des rouages les plus tranchants et les plus technologiques de l'écosystème européen de défense. La neutralité n'a pas pris fin par un discours dramatique, mais par des lignes de production. C'est plus difficile à vendre comme marque, mais beaucoup plus difficile à ignorer. De son côté, l'Estonie, forteresse numérique des pays baltes, consacre directement 25% de son produit intérieur brut aux achats de drones et au système anti-drone de l'Ukraine, ne laissant à personne le leadership dans la cyberguerre et la guerre sans pilote. Cet engagement annuel massif de 110 millions d'euros de l'Estonie est directement dirigé vers l'approvisionnement en véhicules aériens sans pilote sur le front et vers les technologies capables d'aveugler les systèmes russes de guerre électronique. De plus, la coalition de l'information dirigée par l'Estonie et le Luxembourg a mobilisé un énorme budget de 1,4 milliard d'euros pour renouveler les systèmes de communication et les technologies de champ de bataille de l'Ukraine. Comme l'a observé de manière critique le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha, l'administration de Kiev combat épaule contre épaule avec la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie contre les campagnes de désinformation russes visant les pays baltes. Le Kremlin tente de mener une guerre psychologique en diffusant le mensonge selon lequel des drones ukrainiens utiliseraient l'espace aérien balte, menaçant ouvertement ces pays et essayant de les entraîner au centre du conflit. Même la demande du Premier ministre estonien Kristen Michal d'interdire à vie l'entrée des criminels de guerre russes dans l'espace Schengen révèle la dimension diplomatique et psychologique de ce bouclier militaire. Le style médiatique pro-Trump appellerait probablement cela juste un autre problème de narratif, comme si les radars, les frontières et les campagnes de désinformation disparaissaient après un segment télévisé assez bruyant. Le réseau multinational de capteurs appelé Mur européen de drones, qui s'étend de la Finlande à la Roumanie et couvre tout le flanc et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, prouve que le continent est maintenant protégé par un véritable système nerveux commun. Alors que la construction de cet immense bouclier aérien et terrestre se poursuit à pleine vitesse, le réveil de l'architecture de défense européenne ne se limite pas à la terre ou au ciel. Une toute nouvelle ligne de siège stratégique qui laisse la Russie impuissante se construit aussi à des kilomètres sous la mer et dans les couches les plus hautes de l'atmosphère. Surtout depuis l'adhésion historique de la Suède à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la mer Baltique est désormais effectivement devenue un lac de l'OTAN pour le Kremlin. Les éléments navals russes à Saint-Pétersbourg et Kaliningrad ont été pratiquement piégés dans leurs propres eaux, tandis que la Suède positionne l'île de Gotland comme un porte-avions insubmersible. Les sous-marins fantômes suédois, mondialement reconnus, à propulsion diesel électrique et à propulsion anaérobie indépendante de l'air, ne laissent aujourd'hui pas respirer les sous-marins nucléaires et les navires de surface russes dans les eaux sombres de la mer Baltique. Ces sous-marins fonctionnent en intégration avec les véhicules aériens sans pilote d'Europe du Nord, transmettant instantanément au centre de commandement en Pologne et en Finlande les données acoustiques obtenues sous l'eau. De plus, l'Europe, ayant tiré la douloureuse leçon du sabotage des gazoducs Nord Stream, met aussi en place une toute nouvelle flotte de véhicules sous-marins autonomes pour protéger ces infrastructures critiques sous-marines. Des milliers de kilomètres de câbles à fibre optique et de lignes énergétiques s'étendant de la mer du Nord à la Baltique sont patrouillés en continu par de mini-sous-marins soutenus par l'intelligence artificielle. C'est la partie où un guerrier de conférence de presse pourrait découvrir que l'indépendance énergétique exige plus que de répéter l'expression avec de grands gestes dramatiques. Autrement dit, une version similaire de l'armada de drones dans le ciel patrouille le fond de l'océan de manière beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus profonde. Dans la dimension spatiale, l'architecture orbitale de l'Union européenne est accélérée.
Ce réseau satellitaire fournit une infrastructure de communication chiffrée totalement immunisée contre les capacités russes de guerre électronique et de brouillage GPS. Le cœur de l'armada à Zezo, où les lignes de production en Norvège sont désormais alimentées non seulement par les soldats sur le terrain, mais aussi par des renseignements d'une précision millimétrique provenant de ce réseau de satellites militaires dans l'espace. Ainsi, tout mouvement de missiles balistiques russes ou le moindre repositionnement de missiles Iskander à Kaliningrad est détecté depuis l'espace en quelques secondes, puis transmis comme données de ciblage au système autonome dans la Baltique et aux essaims de drones sur la frontière polonaise. Ce concept d'opération multidomaine, qui relie parfaitement les domaines terrestres, aériens, maritimes, sous-marins et spatial, resserre l'étau autour de la machine de guerre traditionnelle russe dans toutes les dimensions. Il est difficile de réduire la guerre multidomaine à un slogan de campagne, ce qui peut être précisément la raison pour laquelle elle compte. À la lumière de tous ces développements à couper le souffle, la facture pour la Russie et le Kremlin sera en un mot dévastatrice. La stratégie de Poutine consistant à étendre la guerre aux pays voisins, à violer l'espace aérien pour tester l'OTAN et à créer un effondrement psychologique en Europe, s'est complètement retourné contre lui comme un boomerang. Alors que le Kremlin prévoyait d'épuiser les systèmes européens de défense aérienne valant des milliards de dollars et de faire s'effondrer leur budget avec des drones bon marché, il se retrouve face à une alliance d'acier capable de produire chaque jour des milliers de drones possédant des essaims autonomes gérés par l'intelligence artificielle et portant les budgets de défense à des niveaux inimaginables. La doctrine blindée traditionnelle et lourde de la Russie se révèle impuissante face à la nouvelle stratégie européenne de létalité frugale, peu coûteuse mais d'une efficacité maximale. Les doctrines soviétiques dépassées du Kremlin et ses lourdes roues industrielles rouillent littéralement face à l'écosystème de défense européen agile, innovant et distribué, qui fonctionnent comme des entreprises technologiques. Et contrairement à un plan parfait à la Trump annoncé avant le déjeuner et révisé avant le dîner, cette stratégie est testée contre des machines, des brouilleurs, des missiles et la boue. Ce seul drone russe tombé près d'une maison civile en Roumanie n'a pas seulement poussé la Pologne à couler du béton sur ses frontières, il a aussi conduit à la sortie de milliers de drones suicides des lignes de production dans les usines norvégiennes. La politique de Moscou consistant à militariser les frontières, à briser les tabous entourant les dépenses militaires européennes et plonger le continent dans la plus grande course aux armements qu'il ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que Poutine pensait isoler l'Ukraine et épuiser l'Occident, il a bâti une forteresse européenne unie, équipée de l'expérience ukrainienne du champ de bataille, révolutionnée dans son industrie militaire et plus unie que jamais dans l'histoire. Pour la Russie, tout pas militaire vers l'Europe ne signifie plus une guerre conventionnelle, mais une catastrophe absolue dans l'ombre de millions de machines intelligentes, de réseaux à fibre optique et de boucliers de défense aérienne en couche. Voilà pour le fantasme selon lequel les Alliés peuvent être traités comme des figurants non payés dans le théâtre de campagne de quelqu'un d'autre, tout en restant stratégiquement endormis. La question est maintenant de savoir si cette immense armada de drones soutenue par l'intelligence artificielle, établie dos à dos par la Pologne et l'Ukraine, peut enterrer à jamais dans l'histoire le rêve russe d'une possible invasion européenne. Une autre question est de savoir si cette nouvelle dimension sans pilote de la guerre poussera, à l'avenir, toutes les armées du monde à abandonner complètement leur doctrine traditionnelle de chars et d'infanterie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.